Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. À ceux en présence, bonsoir aussi. Merci à tout le monde d'être là pour cet enseignement de ce soir. Donc, ce soir, on va commencer à aborder un petit peu les peurs, voir un peu ce que c'est, voir un petit peu ce qu'on a dit le Bouddha et essayer tout au long de ce soir, demain soir et jeudi soir, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, quel travail on peut faire sur ces peurs. Donc, demain soir, ça sera un petit peu spécial. Il y aura comme une méditation. Et pour une fois, ça ne sera pas, on pourrait dire, une méditation analytique, une méditation, comme on pourrait dire, comme on fait d'habitude, de calme mental, mais une espèce de méditation peut-être un petit peu guidée, où on va essayer d'observer un peu les peurs et de rentrer un petit peu en relation avec ces peurs. Donc ça sera le programme de demain. Et pour ce soir, donc, on va commencer un enseignement, entre guillemets, un peu plus classique. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais traditionnellement, dans le bouddhisme, avant de commencer ce qu'on appelle une action vertueuse, telle réfléchir à l'enseignement du Bouddha, écouter un enseignement ou faire quels que soient les actes vertueux que l'on va faire, eh bien, il est traditionnel de réciter des prières qu'on appelle des prières d'introduction, ou encore on peut les appeler des prières de refuge, ou tout simplement on peut dire qu'on va comme tourner notre esprit vers quelque chose. Donc on va tourner notre esprit vers trois choses. La première, c'est le Bouddha, donc on pourrait dire le Bouddha Sakyamuni, que oui, non, vous ne le voyez pas, mais on a une magnifique tanka sur le mur du Bouddha Sakyamuni, mais ceux qui sont sur Internet ne la voient pas, mais ceux qui sont en salle peuvent la voir. Voilà. Donc, le Bouddha Sakyamuni, on pourrait dire en tant que premier être humain dans notre mouvement du bouddhisme, à s'être réveillé à son plein potentiel et à donc être devenu ce qu'on appelle un Bouddha. Donc, on sait que ce personnage, il est historique, il a existé il y a environ 2600 ans, il est né dans ce qu'on appelle l'actuel Népal, à la frontière avec l'Inde. Ensuite, il a passé la quasi-totalité de sa vie en Inde. Et donc, à un moment, on dit il a atteint ce parfait éveil et plein éveil, ce vers quoi justement on tend. Et donc, ça, c'était le premier aspect, le personnage historique, on pourrait dire. Ça, on peut s'y relier, parce que justement, il y a des statues, des photos, donc pas des photos d'époque, hein, bien sûr. Il y a 2600 ans, on n'avait pas encore inventé l'appareil photo, mais des images un petit peu, on pourrait dire, symboliques qui représentent le Bouddha. Et il y a un deuxième aspect du Bouddha, on pourrait dire, vers lequel on va tendre, on va tourner notre esprit. Et ce deuxième aspect, c'est l'aspect plus intérieur, l'éveil. Donc, comme je dis au début, l'éveil, on ne sait pas exactement ce que c'est, enfin, d'ailleurs, même un peu plus tard non plus, mais on a une vague idée et on dit c'est un état qui est au-delà de la souffrance. Et on dit c'est l'état que le Bouddha Sakyamuni a actualisé. Et donc, on va tendre vers ça. Donc ça, c'est le premier point. On pourrait dire, donc pour résumer très simplement, le Bouddha en tant que personnage historique, ça nous parle, et le Bouddha en tant qu'éveil et but que l'on cherche à atteindre. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le dharma. Donc ça, c'est, on pourrait dire un petit peu un langage, on rentre un petit peu dans le vocabulaire du bouddhisme. C'est aussi ce qu'on appelle l'enseignement. Donc, en fait, l'enseignement, pareil, il va se décomposer en deux points. Le premier point, c'est l'enseignement, c'est toutes les méthodes que le Bouddha nous a données, donc toute la philosophie, toutes les techniques de méditation, tous les moyens que le Bouddha nous a mis à notre disposition pour que l'on puisse justement parcourir cette voie que lui-même a parcourue jusqu'à son fruit ultime. Et donc, ça nous prend là où on est sur le chemin, quel que soit notre niveau ou le temps qu'on a passé sur le chemin, et ça va nous emmener jusqu'au cœur de l'éveil.
Donc, il y a cette idée de l'enseignement, de la parole du Bouddha, qui a été ensuite reprise par ses disciples, qui sont devenus des maîtres, qui ont, comment dire, développé certains points de l'enseignement du Bouddha. Et ces disciples qui sont devenus des maîtres ont eu eux-mêmes des disciples qui eux-mêmes sont devenus des maîtres, etc. Et donc, on commenté certains écrits du Bouddha, on commenté certains écrits des maîtres, et on donné la quantité d'enseignement, la richesse d'enseignement, la richesse des différentes écoles d'approche du bouddhisme. Il n'y en a pas une, entre guillemets, qui est meilleure que l'autre, juste il y a celle qui nous convient à nous. Et donc, il y a cette florilège, oui, florilège, non, je ne sais pas si c'est le mot, en fait. Il y a un autre mot, mais je n'arrive pas à le trouver. Donc, on va faire sans. Et donc, cette richesse, voilà, mais il y avait un autre mot, tant pis. Donc, cette richesse que l'on a actuellement de différentes écoles, différentes approches du bouddhisme. Et comme je l'ai dit juste un petit peu avant, en fait, il y a aussi l'idée de cheminer sur le chemin. Donc, on pourrait dire il y a quelque chose qu'on va recevoir d'extérieur, on va recevoir l'enseignement, il y a quelqu'un qui l'a reçu, qui l'a un petit peu pratiqué et qui le redonne. Et ensuite, nous, on va donc le recevoir, mais il y a l'idée de nous-mêmes cheminer. Donc, on va, si on le souhaite, bien sûr, parcourir cette voie. Donc, il y a l'idée qu'il y a quelque chose à faire et on est quelque part responsable de ce chemin. C'est à nous qu'il appartient de le parcourir à la vitesse où on a envie, de choisir l'école qui nous plaît plutôt que celle-ci au lieu de celle-là, etc., etc. Donc, le dharma, il y a comme 2 points, l'enseignement du Bouddha, toutes les techniques, les méthodes qu'il nous a données, et l'idée de parcourir le chemin. Et ensuite, le 3e point vers lequel on tourne notre esprit, c'est ce qu'on appelle la sangha. Donc ça, c'est la communauté. Et en général, quand on tourne notre esprit, c'est la communauté des êtres éveillés ou presque éveillés et qui ont la capacité, de nous aider justement parce qu'ils ont parcouru le chemin, donc ils ont eu une expérience directe. Donc soit ils sont totalement éveillés, ils sont au bout du chemin, soit ils sont presque au bout, mais ils en ont une bonne connaissance, ils sont à même, on dit, de nous donner des bénédictions pour nous aider et nous guider sur le chemin de la voie de l'éveil. Donc ça, c'est ces 3 points vers lesquels on tourne notre esprit en début, et donc on fait ces fameuses prières d'introduction que je vous invite à faire avec moi. J'ai oublié d'en parler, donc ça c'est la première, on pourrait dire, tourner notre esprit vers le Bouddha, Dharma et la Sangha. Et ensuite, on va faire des souhaits pour que tous les êtres puissent justement atteindre cet état d'éveil qu'on dit être au-delà de la souffrance. Donc, on va faire des souhaits, par exemple, on va souhaiter que tous les êtres puissent connaître le bonheur et les causes du bonheur, que tous les êtres puissent être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Et puis, on va souhaiter que tous les êtres connaissent la joie et l'équanimité, qui sont 2 des qualités d'éveil. Et on finit par une courte prière à ce qu'on appelle notre lama racine. Donc, si on ne sait pas qui est notre lama racine, on peut très bien imaginer qu'on fait une requête, justement, comme au Bouddha Sakyamuni, ou à notre lama racine, si on sait qui c'est, ou tout simplement à Karmapa, notre chef de lignée, que justement, eh bien, il nous prenne en considération et qu'il nous donne sa bénédiction pour être à même de pratiquer cette voie. Donc, si vous connaissez ces paroles, eh bien, je vous invite à me suivre. Si vous ne les connaissez pas, pas de souci, vous pouvez juste rester présent dans un état d'esprit totalement ouvert. Dāgī jīnsō gī pēsī nām gī drūlā pēchī sāngī drūpāi jūi sāngī chūtō sāngī chōnām lāi jānchō pālchō dāni gyāsō chī dāgī jīnsō gī pēsī nām gī Drola peche sangye droba ichwe sogye cheto sogye chonam loe janto parto danne kyaso chi dagi jin sogye pese namgye drola peche
Sangye Drupai Chue Senchen Danche Rewa Tan Dewe Gyutan Denpa Gwache Dunye Dan Dunye Gigyu Dan Drwa Gwache Dunye Mepe Dewa Tampa Dan Medrwa Gwache Nyerin Jadon Dandrewe Tanyon Chempora Nepa Gyogu Molen Dage Molen Buche Dage Chevo Den Chulo Ganre Jembe Gonye Jesun De Goson Doge Nanro De Pardon. Donc, pour commencer un petit peu sur ces fameuses peurs, ou la peur en général, en fait, on va voir un petit peu la définition. Et là, je n'ai pas pris une définition bouddhiste. En fait, je suis allé sur Google et mon ami, et j'ai tapé peur, et je tombe sur le larousse.fr. Et que nous dit ce Larousse? Donc, j'ai plus mes yeux, donc je vais agrandir légèrement l'écran. Voilà. La peur, c'est un nom féminin et qui dit sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé, d'une menace. Alors là, il y a une petite parenthèse qui dit souvent dans avoir, faire peur, fin de la parenthèse, cette émotion éprouvée dans certaines situations, par exemple, trembler de peur. Et il y a un deuxième point d'explication, c'est une appréhension, une crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter la situation. Par exemple, la peur du ridicule. Il y a peut-être non, c'est juste c'est le fantôme de l'immeuble. Ah non, c'est pas le fantôme de l'immeuble. Bonsoir. Bonsoir, pardon, c'est discret. Il n'y a pas de souci. Et il y a un troisième point qui dit la peur, c'est une crainte que quelque chose considéré comme dangereux, pénible ou regrettable se produise. Donc, par exemple, surtout dans avoir peur. Les médecins ont peur qu'il s'agisse d'une pneumonie. Et en quatrième point, il y a la crainte du jugement, des réactions de quelqu'un qui fait qu'on adapte son comportement, qu'on obéit à certaines consignes. Elle a plus peur de son grand frère que de son père. Voilà. Donc ça, c'est les définitions que l'on peut trouver sur le Larousse pour savoir ce qu'est que la peur. Donc, j'ai pris à dessein le Larousse, parce que c'est un dictionnaire français plus ou moins reconnu, et pour donner justement une approche, qu'on sache un petit peu de quoi on parle. Et donc, qu'on ait une approche un peu commune, parce que chacun peut éprouver de la peur ou mettre des mots différents et avoir une sensation différente. Donc, comme ça, on a vu un petit peu la définition donnée par le dictionnaire. Et sur cette base, eh bien, on peut voir que justement, le dictionnaire nous dit c'est un sentiment, une émotion. Donc ça, déjà, c'est assez intéressant, puisque effectivement, dans les classements, parce que dans le bouddhisme, on aime bien classer, en fait, la peur rentre dans ce qu'on appelle les émotions négatives. Maintenant, on les appelle plutôt les émotions perturbatrices, voire les afflictions. Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Dans certains enseignements, on dit que même, on pourrait dire que l'esprit humain peut éprouver, on dit 84 000 sortes d'émotions. Bon, je ne sais pas, je ne me suis jamais amusé à les compter, mais si un jour vous avez le temps, mettez une émotion, joie, une, désir, deux, machin chose, trois, et puis voyez si vous arrivez jusqu'à 84 000 ou pas. Et donc, en tout cas, ce chiffre est un peu grand, mais c'est aussi pour dire qu'on peut, dans notre esprit d'humain,
on peut être amené à éprouver beaucoup de sortes d'émotions qui peuvent être certaines similaires, mais néanmoins légèrement différentes. Et on voit que justement, dans ces émotions, on pourrait comme les classer en deux catégories. La première, dont on parlera très peu ce soir, c'est les émotions, on pourrait dire comme positives, par exemple l'altruisme, l'empathie, la joie. Donc ça, ce sont des émotions dites positives. Et heureusement, on sait que l'esprit humain possède aussi ce genre d'émotions et qu'on peut les vivre. Et celles qui nous intéresseront plus en détail ces 3 soirs, donc comme je l'ai dit, les émotions perturbatrices, ce qu'on appelle aussi les afflictions dans la nouvelle façon de présenter, ou autrefois ce qu'on appelait tout simplement les émotions dites négatives. Pour les tibétologues, les nyomong. Peut-être je ne le prononce pas bien, mais en tout cas, ça se rapproche à ça. Nyomong, c'est les émotions perturbatrices, les afflictions. Et pourquoi on dit les émotions négatives? Donc, on va essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne avec la peur, mais en fait, ça fonctionne un petit peu sur la même base pour toutes les émotions. Et donc, on considère, enfin, quand je dis on, c'est le Bouddha qui a posé un petit peu ce postulat, et il dit en fait que normalement, on possède tous, les êtres humains, un certain discernement, une certaine clarté, jusqu'à un point. Et que donc, on pourrait dire, donc ça c'est moi qui le rajoute, on pourrait dire que naturellement, on est comme dans un état neutre. Et que selon peut-être des stimuli extérieurs ou des mouvements intérieurs, mais qu'on n'est pas forcément conscient qu'ils sont là, présents, eh bien, il se peut qu'il y ait ces fameuses émotions perturbatrices ou négatives qui viennent à notre esprit et qui vont comme prendre possession de notre esprit, comme recouvrir notre esprit. Donc, on peut dire, moi je dis esprit, on peut dire aussi conscience, mentale, etc. C'est un petit peu ce qui se passe un petit peu à l'intérieur. Et donc, on a l'habitude de nommer ça esprit. Donc, j'ai pris cette habitude-là. Et donc, comme je disais, ces émotions vont, sous un stimuli extérieur, venir à l'insu de notre plein gré, justement, on n'est pas forcément conscient de ce processus, et venir comme recouvrir notre discernement et teinter justement ce discernement, teinter cette qualité que l'on a de distinguer les choses. Et si on en est conscient, c'est différent, mais la plupart du temps, justement, le problème, c'est qu'on n'en est pas réellement conscient, on ne voit pas forcément le phénomène arriver, et ça vient comme distordre, justement, notre, j'ai perdu le mot, mais distordre notre vue, distordre cette qualité qu'on a d'être apte à juger les choses, à voir la situation telle qu'elle est, donc selon notre approche. Je ne dis pas qu'on a un grand, voilà, le mot c'était discernement, on n'a pas forcément un grand discernement, mais on en a quand même une certaine qualité. Et l'émotion vient recouvrir justement notre perception et quelque part comme distordre notre discernement, ou on pourrait le dire autrement, c'est comme si on prenait une paire de lunettes avec des filtres dessus, au lieu que ça soit des lunettes grossissantes, eh bien, ça va comme déformer. Donc, selon l'émotion, ça va comme teinter la réalité que l'on va percevoir. Et si on n'en est pas conscient, on pense qu'on est toujours doué ou qu'on jouit toujours du même discernement qu'avant que l'émotion vienne nous perturber, vienne prendre possession de notre esprit. Et on pense que justement, on est très clair, on voit parfaitement les choses comme l'instant d'avant, mais en fait, on est recouvert par cette émotion. On est comme voilé par l'émotion. Et si l'histoire s'arrêtait là, à la limite, c'est pas très grave. Pardon. On a comme un voile qui recouvre momentanément notre esprit. C'est pas grave. Le problème, c'est que la plupart du temps, les situations font que on va être obligé d'agir, donc soit par la parole, soit par le corps, voire les deux. Et donc, vu qu'on ne voit plus la réalité
telle qu'elle est, vu qu'on n'a plus ce petit discernement que nous avions avant, vu qu'on a perdu cette neutralité, on est pris justement, et c'est à dessein qu'on les appelle les émotions perturbatrices, parce qu'elles viennent perturber notre discernement, on ne voit plus la réalité telle qu'elle est, et sous le joug et le prisme déformé par l'émotion, on va dire des choses, on va commettre des actes, et peut-être plus tard, on va regretter d'avoir dit ça, d'avoir fait ceci ou fait cela. Et c'est en cela que le Bouddha vient pointer les émotions en disant ce sont des émotions perturbatrices qui viennent perturber justement notre discernement. Et nous, comme on disait dans ce fameux proverbe, nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et donc, on va quelque part se tromper. On va commettre des actes que plus tard, on va regretter. Et je pense que ça nous est arrivé à tous, à un moment, de se dire, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Si j'avais su, je n'avais pas vu ça, et maintenant, je regrette. Voilà. Et donc, là, on voit, on est directement confronté à la souffrance, au mal-être. Et justement, le Bouddha nous propose une voie pour sortir de ce mal-être. Donc, c'est pour ça qu'il a longuement enseigné sur les émotions en général et un petit peu beaucoup aussi sur la peur, ce qui nous intéresse plus particulièrement ce soir. Mais je tenais à faire un petit peu cette longue introduction pour voir un petit peu comment ça fonctionne, ces histoires d'émotions, comment ça vient nous perturber, prendre un petit peu comme ça le dessus de notre discernement et nous faire agir à tort et à travers, et ensuite regretter. Donc, pour parler, quand on parle des peurs, il y a une distinction qu'il faut faire tout de suite, parce qu'il y en a une qui est liée quelque part à l'instinct de survie. Et on pourrait dire, donc ça c'est moi qui le dis, il y a certaines peurs quelque part qui peuvent être de bon aloi. Je veux dire, on ne va pas partir faire je ne sais pas moi, alors attendez, j'essaye d'inventer un exemple bien flagrant, bien nul dont j'ai le secret. Donc je ne sais pas, on ne va pas partir faire du patin à glace en haut d'un immeuble un soir où il y a de la tempête et qu'il y a du verglas sur les toits de Paris. Justement, notre instinct de survie va nous dire que peut-être ce n'est pas une bonne idée d'aller faire des acrobaties comme ça en haut d'un immeuble de 7 étages alors qu'il y a du verglas, mais on a des super patins à glace. Oui, mais ce n'est peut-être pas la bonne idée. Et justement, notre instinct de survie va nous dire non, mais si je fais ça, je vais me margouler la tronche et je vais atterrir au bas du 6e étage en morceaux et je serai mort. Donc là, justement, l'instinct de survie peut-être est plutôt positif parce qu'il va nous empêcher de faire des choses. Au moment où on va chuter, on va dire jusqu'ici tout va bien. Mais au moment où on va toucher, peut-être que là on ne dira plus jusqu'ici tout va bien, ou au contraire on dira, ou on pourra même plus le dire d'ailleurs, mais tout va mal. Donc c'est pour ça, je fais toujours cette petite distinction. Donc quand on aborde les peurs, de faire attention un petit peu à l'instinct de survie et quelque part certaines peurs nous empêchent de faire des choses qui peuvent évidemment être dangereuses pour nous-mêmes et pour autrui. Après, l'autre problème des peurs, c'est que ça peut justement, comment dire ça, nous empêcher. Ça peut être un peu incapacitant. Parce que comme comme on dit dans les expressions, des fois on est comme stupéfait par la peur. On reste bloqué dans nos peurs et en fait, on n'a aucune réaction. Et peut-être, des fois, il peut être intéressant justement de réagir et de ne pas juste rester là un peu passif. Et on est comme figé dans notre peur. Donc, essayons de regarder, de voir comment ça se produit en nous, quelles sont justement ces peurs. Et comme il est dit dans la définition, d'approcher avec douceur et une certaine lucidité, quelles sont les peurs réelles et quelque part les peurs supposées. Les peurs, on pourrait dire, qui sont que dans notre tête. Et là, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a qu'à, entre guillemets, j'aime bien le yaka, c'est pour ça que je mets des guillemets,
Parce que c'est facile à dire comme ça quand on est assis tranquille devant un joli micro, dans une belle assemblée avec un joli hôtel derrière moi. Mais dans les situations, c'est un peu plus compliqué qu'il n'y a qu'à Foucault. Mais justement, c'est à nous qu'il va appartenir de regarder et donc avec douceur, avec parcimonie, avec tendresse, mais avec une certaine clarté, une certaine lucidité, eh bien de voir, est-ce que là, je ne suis pas en train de faire de ce petit caillou une énorme montagne, et pour citer les maîtres tibétains, grosse comme le mont Mérou. Donc le mont Mérou, c'est une montagne énorme, c'est 10 fois plus gros que le Mont Blanc, si on veut. Alors qu'en fait, c'est juste un petit caillou. Et c'est pour ça, peut-être qu'effectivement, il y a une certaine appréhension, peut-être on va peut-être traverser quelques difficultés, donc il ne faut pas y aller sabre au clair en disant tout va bien se passer. Donc peut-être qu'on peut se préparer, analyser et voir, mais que justement, si on commence à regarder, à poser doucement les choses, à essayer d'apporter à la conscience ce phénomène qui est dans notre esprit, peut-être qu'on va voir, comme dit l'autre, dit-on, que la montagne a accouché d'une souris et que ce n'était peut-être pas aussi important que l'idée qu'on s'en était fait. Et ça, malheureusement, il n'y a que nous, enfin malheureusement, moi je trouve que c'est plutôt heureux, mais à vous de voir si c'est malheureux ou heureux, eh bien il n'y a que nous qui pouvons avoir l'honnêteté de regarder, de poser à plat les choses et de regarder, de se dire, oui, effectivement, j'en ai fait ça, alors qu'en fait, c'était juste ça. Mais il n'y a que nous qui savons. Il n'y a que nous qui savons quelque part à quel point eh bien, un problème, d'une peur, quelle qu'elle soit, soit on la grippe et on la fait monter comme ça et ça devient quelque chose d'extrêmement fort, puissant et d'incapacitant. Parce que bon, on peut parler de la peur, comme il était dit dans la définition, de vivre certaines situations. Mais des fois, on essaie d'éviter la situation, puis bon, voilà. Mais des fois, on est comme carrément tétanisé par la peur. On est dans l'incapacité d'agir. Et ça peut être très, très simple. Hein. Par exemple, ce que je fais un peu ce soir, prendre la parole en public devant des gens. Eh ben, des fois, en fait, on est un très bon orateur, on peut avoir d'excellentes qualités, connaître très bien le sujet, on nous passe le micro, tous les regards se tournent vers nous, et donc là, je fais passer la pilule en essayant de blaguer, parce que justement, quand on est dans cette incapacité, dans cette peur, on est tous sauf en train de blaguer. Et c'est carrément handicapant. Donc, on peut rougir, on peut bégayer, on peut dire des insanités, parce que justement, c'est le premier truc qui nous vient à l'esprit. Et que sais-je? Et donc là, on en rigole parce qu'on n'est pas dans la situation, mais quand on est cette personne-là, qu'on est bloqué et qu'on doit prendre la parole et qu'on ne peut pas, c'est extrêmement frustrant, c'est extrêmement douloureux. Et là, justement, c'est aussi, enfin, si on pouvait, ça serait intéressant de voir comment la peur agit. Et justement, c'est une des méthodes pour essayer tout doucement de déverrouiller les peurs. Quand on est comme tétanisé, donc pas au moment où on est tétanisé, parce que si on est tétanisé, c'est un peu trop tard, mais quand on commence à voir les peurs arriver, eh bien, c'est de regarder comment ça fonctionne en nous et de ne pas rester focalisé sur oh là là, dans 5 minutes, le chef de service ou mon patron ou mon collègue va me dire bon, maintenant, machin chose, tu prends la parole, tu vas expliquer le projet devant toute l'assemblée réunie. Justement, c'est de voir comment ce stress, cette appréhension, ce sentiment d'insécurité joue en notre corps. Comment, par exemple, moi, c'est les mains moites, en général. Bon, moi, déjà, naturellement, j'ai chaud, et en général, je transpire de rien. Mais alors, quand je commence à avoir les gnognottes, comme on dit chez moi, qui commencent, en général, j'ai le bide qui se serre. Voilà, donc on ne voit pas bien sur la caméra, mais bon, j'ai un peu d'embonpoint. Donc, normalement, je mange bien. Quand j'ai peur, je ne mange pas. Parce qu'en fait, j'ai l'estomac totalement serré. Alors, je parle de moi parce que je me connais un peu. Ce n'est pas parce que j'aime parler de moi, c'est juste, voilà, comme ça, je n'incrimine personne, je me moque de moi-même. Et c'est juste pour montrer, par quelques exemples, comment ça joue sur une personne lambda, moi.
et voyez, vous, comment ça joue pour vous. Bien sûr, le truc, c'est pas de savoir comment ça fonctionne pour moi, c'est quasiment inintéressant, mais c'est juste des exemples pour illustrer. Donc voilà, j'ai l'estomac totalement noué. Et donc, comme je disais, je commence à suer, donc j'ai les mains qui, oui, on pourrait presque prendre un torchon pour essuyer les mains tellement il y a de l'eau. Voilà. En général, je deviens un petit peu tout blanc, j'ai le palpitant qui doum, 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 doum. Et justement, certains, comment on appelle ça? Je ne sais plus. Je crois que c'est avec les neurosciences et il y a un autre mot là, mais enfin chercheur, on va dire chercheur parce que j'ai pas le mot. Alors vous verrez aussi, oui, c'est une de mes grandes facultés, c'est que je perds les mots au moment où je veux les dire, ce qui est extrêmement important et intéressant quand on est justement dans une situation de parler à du public. Il y a le mot, il arrive là, on va le prononcer et hop, il s'en va. J'adore ça. Donc, en tout cas, je crois que c'était des scientifiques comportementalistes, le mot que je cherchais. Et justement, quand j'arrête de les chercher, ils reviennent, hein, les vilains. Et c'est pour ça que j'ai fait cette petite apartheid. Et ils disent que c'est aussi quelque part lié au temps où on n'était pas les maîtres de la nature, mais que c'était plutôt la nature qui était le maître de nous. Et donc, justement, tout ce stress, donc l'estomac noué, je ne sais pas si ça en faisait partie, mais que justement l'adrénaline commence à monter, que le cœur commence à accélérer et qu'on a comme une décharge d'adrénaline, justement, parce que quand il y avait un danger, donc pour reprendre dans les temps anciens. Donc moi, ma connaissance profonde des temps anciens, c'est Raon. Donc pour ceux qui ont connu Pif Gadget, ceux qui n'ont pas connu, désolé, il y a un manque culturel important à combler. Et donc, justement, quand il y avait les tigres à dents de sabre qui risquaient de nous attaquer, là, il fallait intérêt que, oui, justement, le cœur soit partant et que l'adrénaline soit là pour courir plus vite que le tigre. Parce qu'autrement, le tigre à dents de sabre avec ses grandes sabres là, comme ça, s'il nous croque une jambe, ça fait mal. Voire, il ne nous croque pas que la jambe. Donc, ils disent que c'est des restes de ces temps anciens. Bon, moi, je leur fais confiance, j'en ai aucune idée. Mais toujours est-il que, justement, on est prêt à, entre guillemets, partir à l'action, sachant qu'il n'y a pas d'action à faire, sauf si, dans l'exemple, comme je disais, prendre la parole en public. Mais voilà, et observer dans notre corps comment joue cette peur, comment elle agit en nous. Et là, encore une fois, je parle d'une peur, entre guillemets, ça va, on n'est pas tous selon ce que l'on fait dans nos vies, on n'est pas tous obligés de prendre la parole en public, on n'est pas tous des orateurs, on ne fait pas du one-man show, on n'est pas des acteurs de théâtre ou des chanteurs sur une scène ou des gens qui font des stages et qui expliquent, etc., avec PowerPoint et machin et trucs. Voilà. Donc ça va. Mais si on commence à gratter un petit peu plus sur des peurs, et en ce moment, Dieu sait qu'on en a beaucoup, peut-être à raison, j'en sais rien, je ne suis pas là pour juger, mais en tout cas, on voit, il y a de plus en plus de raisons d'avoir peur, et d'avoir peur pour notre intégrité physique, j'entends. Donc, il y a les phénomènes qui parlent en ce moment. C'était à la mode la semaine dernière, il y avait la COP, je ne sais plus le numéro, 27, je crois, je me tourne vers mon penseur, mon souffleur. Donc, vu la tête qu'il fait, je crois qu'il est à peu près aussi au courant que moi. Donc, je me tourne vers les autres, 27. Oui, on me dit oui dans mon oreillette. Merci. Donc, je changerai de souffleur. Hein. Et donc, voilà, ce fameux dérèglement climatique qui commence à devenir de plus en plus subi. Voilà. Quand on en parlait il y a 30 ou 40 ans, on ne savait pas trop de quoi on parlait. Maintenant, on a une brave idée de ce que c'est. Donc, je vais encore parler de moi. Moi, par exemple, j'ai la chance de vivre en Bretagne. Bon, on est en extrême sécheresse. Et donc, je suis allé voir, voilà, en vivant, on rencontre ce que j'appelle des anciens, hein, des messieurs-dames qui ont 70, 80, voire 90 ans pour certains, et qui me disent que certains puits, certaines petites rivières en Bretagne, de vivant, ils les ont jamais vus à sec. Là, elles étaient à sec, de sécher à sec, quoi. Et dans l'imaginaire commun, en général, Bretagne, hein, souvent on dit BZH, hein, sur les voitures, on voit ça, BZH, donc qui veut dire Braise en breton, donc Bretagne en breton, mais en fait, beaucoup disent c'est Bretagne, zone humide. Justement, cet été, la zone humide, on les cherchait. C'était plutôt Bretagne, zone sèche, quoi. Et au début, c'est assez agréable, on se dit, ah, c'est sympa, il fait beau, il fait chaud, ouais, mais à un moment donné,
enfin, jusqu'en novembre, là, on était toujours à sec, quoi. Et là, on se dit, mais il y a quand même un problème, quoi. En Bretagne, on est à sec. Voilà. Donc, oui, il y a quand même, et là, on se rend compte qu'il y a quand même quelques peurs existentielles assez primaires, on pourrait dire, qui commencent à poindre. Et puis, il y a un deuxième phénomène. Alors, je suis désolé, hein, je parle des peurs et on est là pour trouver des solutions. Et en fait, je suis en train de vous parler de celles que vous devriez cultiver. Je suis un peu sadique sur les bords. Et justement, il y en a une deuxième aussi où on nous rabâche les oreilles, tous les médias, assez régulièrement. Mais il y a un phénomène qui n'était pas arrivé depuis quelques années en Europe. Il y a cette fameuse guerre en Ukraine. Donc, il y a eu quand même la guerre, on va dire, de l'ex-Yougoslavie dans les années 2000. Mais à l'époque, ils ne possédaient pas la petite bombe qui fait des gros champignons jolis. Et qu'après, il n'y a plus de vie. Voilà, parce que là, justement, voilà. Et on se rend bien compte qu'il pourrait vite y avoir comme une espèce d'escalade et qu'on pourrait, oui, en même temps, ça réglerait peut-être le problème du dérèglement climatique, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on serait plus là pour le voir. Donc, et ça, effectivement, bah oui, c'est des peurs. Et moi, je me suis rendu compte, enfin, je vais encore parler de moi, désolé, mais justement, mon père me parlait que dans sa jeunesse, à lui, il y avait eu les fameuses histoires des missiles à Cuba. Là. Donc, pour les plus jeunes, il y a eu un problème à un moment donné. L'ennemi russe face à l'ami américain avait commencé à mettre des bombes nucléaires à Cuba, qui était l'allié des Russes. Donc, forcément, Cuba, c'était très, très, très près des États-Unis, quoi. Donc, à un moment donné, le ton est un peu monté. Et puis, bon, en fait, ils ont fait rétro-pédalage. Les Russes ont rembarqué leurs missiles chez eux et ça s'est un peu détendu. Mais mon père me disait, bah, nous, on voit ça, c'est comme un phénomène d'histoire qu'on voit sur un livre. Moi, j'étais pas né à l'époque des. Voilà, comme je blague, c'est une blague bouddhiste. Hein. J'étais pas encore mort de ma vie d'avant. Voilà, en fait, j'en sais rien. Hein. Mais bon, et donc, mon père me racontait ça, et parce que voilà, bien sûr, je l'ai étudié à l'école en histoire, la crise des missiles de Cuba, et il me dit, mais on a vraiment eu peur, quoi. Il y a eu des distributions à certains points dans des villes de diodes et tout ça, parce qu'on pensait que vraiment ça allait péter, quoi, les gros champignons. Donc, voilà, et je me dis, bah là, on s'en approche du point. Voilà. Et je me dis, c'est intéressant justement, parce que c'est des phénomènes sur lesquels on ne peut pas agir. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais moi, la guerre en Ukraine, j'aimerais bien que ça arrête, parce que c'est des pauvres gens des deux côtés qui meurent et que c'est jamais intelligent qu'il y ait des gens qui meurent, et jamais bon pour personne. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Et s'il y a une escalade, moi je suis contre l'escalade, mais si ça s'escalade, ça va s'escalader. Et est-ce qu'on nous demandera notre avis? Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment d'appuyer sur le bouton? Non, je ne crois pas. Donc voilà, et là on se rend compte qu'il y a des peurs un petit peu animales justement. Et je parlais tout à l'heure de cet instinct de survie, bah, là il est mis en branle parce qu'on se dit mais comment est-ce qu'on va faire? Voilà. Et on sent aussi quelque part, enfin moi j'ai la chance, alors je parle encore de moi, désolé, de vivre un peu en campagne comme ça dans des petits villages bretons, donc tout le monde se connaît plus ou moins et ça, voilà, c'est assez détendu. Mais quand je vais en ville, enfin dans les villes, donc même en Bretagne, hein, on a des villes quand même, et justement, on me parle de l'agressivité, que les gens sont de plus en plus agressifs, que les gens sont de plus en plus violents, et que justement, quelque part, il y a aussi une peur comme ça. Alors forcément, moi, le campagnard qui sort de ma campagne, moi, je vais en ville, moi j'ai la banane comme ça, je regarde la vie et je me fais, oh, c'est merveilleux. Voilà. Et je ne suis pas là au quotidien. Enfin, là, je veux dire, j'ai pris le métro aujourd'hui. Ben voilà, moi, je regarde les gens. Il y a plein de gens partout. Voilà. Voilà, c'est un peu comme un enfant qui rentre dans un espèce de parc d'attractions qui est là, qui est émerveillé par tout ce qu'il voit. Et je me dis, eh ben, en voyant la tête de certaines personnes, bah oui, il y a un certain stress. On voit les gens, enfin, ils se bousculent, ils se marchent dessus, ils se voient même plus, etc. Voilà, donc bon, ben, moi, je vis ça là, maintenant, ça va durer quelques jours, et je pense que mon émerveillement, pardon, ne va pas retomber. Et puis, je sais que dans quelques jours, je vais rentrer dans ma campagne profonde, et que quand j'aurai 10 habitants maximum dans une journée, ça sera le grand maximum. Voilà, donc, mais justement, je me dis, mais si on vit comme ça tout le temps, avec ce stress de louper le métro, le train, le machin, pour être en retard au travail, et cette espèce d'agressivité comme ça, oui, il peut y avoir des peurs. Donc, c'est aussi intéressant de les voir, d'en prendre conscience,
Et quelque part, comment pourrait-on dire? Souvent, on a comme une petite habitude comme ça, quand on sent ces peurs ou ces émotions un peu perturbatrices qui arrivent, on n'a pas trop envie de faire face et on a un petit peu comme, parce que quelque part, c'est comme si on n'avait pas le temps de faire face, de les prendre en considération et de faire comme un certain travail, sachant que ce travail risque d'être un petit peu douloureux, donc on n'a pas trop envie. Et en fait, on met un peu comme une espèce de couvercle comme ça, de cocotte minute, et on écrase. Voilà, pas le temps. Voilà. Mais justement, j'ai employé le terme à dessein de cocotte minute, parce que quand on met la cocotte minute à bouillir, s'il n'y a pas la petite soupape qui fait pi, 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 bah, la cocotte, elle monte en pression, et s'il n'y a pas la soupape, ça explose. Et justement, à un moment donné, il peut être bon de créer une petite soupape pour justement que cette pression puisse descendre pour que le ploup, 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 ploup à l'intérieur de la cocotte reste vivable. Et que petit à petit, tout le travail proposé par le Bouddha, ça va être justement de retirer ce couvercle, de ne pas avoir peur que ça nous saute à la figure, parce que peut-être avant ce qu'on aura fait, on aura déplacé la cocotte, il n'y aura plus le feu dessus. Et on va justement retirer ce couvercle et on va commencer à regarder tout ce qu'on a comprimé et qu'on ne voulait surtout pas voir. Et on va le laisser petit à petit émerger. Et là, effectivement, ça demande un certain courage. Parce que si on a mis la cocotte dessus, peut-être aussi qu'il y a certaines peurs qui sont liées à nous. Je parlais de l'agression, de ça. On pourrait avoir peur de l'agression, comme on pourrait dire, subie, hein, la guerre en Ukraine, les guerres comme ça, et même au quotidien, cette espèce d'agressivité latente. Je vois, on a la chance à côté du centre d'avoir un espèce de gros carrefour. Bon, dès qu'il y en a un qui avance pas, il y a un concert de klaxons. Donc moi, des fois, en tant que campagnard sortant de ma cambrousse, j'essaie de comprendre pourquoi ça klaxonne. Et en fait, je ne sais même pas. Et ils sont en train de se dire des mots choisis, jolis, de noms d'oiseaux. Et j'avoue, j'ai même pas compris. Enfin, le feu est vert, voilà, il y a un piéton qui traverse alors que le feu était rouge pour le piéton. La voiture va quand même pas l'écraser. Donc la voiture, trois derrière voitures, il a peut-être pas, enfin trois voitures derrière, c'est plus français, a peut-être pas vu qu'il y avait un piéton qui traversait. Ça prend 3 secondes, le piéton il accélère et la voiture va repartir. C'est pas très très grave. Et au pire, si on loupe le premier feu, on aura le second. Mais apparemment, c'est pas comme ça. Et on sent cette espèce d'agressivité latente. Donc on peut avoir peur de l'agressivité subie par autrui, mais on peut aussi peut-être avoir peur de notre propre agressivité. Allons peut-être aussi regarder ça. Parce que évidemment, on pense d'abord à j'ai pas envie de me prendre des coups, mais on peut aussi peut-être penser que nous-mêmes, on a une certaine agressivité et que dans certaines situations, on peut être aussi très violent. Et peut-être ça aussi, ça nous fait peur. Parce que ça, c'est une espèce de part d'ombre qui est en nous. Et peut-être qu'on n'a pas trop envie d'aller la regarder et de la toucher du doigt, parce que peut-être que ça va remettre en cause un petit peu la perception de nous-mêmes, la perception que l'on a et qu'on essaye d'envoyer aux autres, comme quoi on est une bonne personne, posée, gentille, et que sais-je, l'image, c'est vous qui savez l'image que vous voulez donner aux autres et que vous avez de vous-même. Et que si on commence à aller peut-être soulever ce petit couvercle que l'on met sur beaucoup d'émotions, sur beaucoup de peur, etc., si on commence, forcément, elles vont comme sortir, vu qu'elles ne seront plus comprimées, elles vont donc nous apparaître. Là, justement, ça ne sera pas comme au début où je disais elles apparaissent des fois à l'insu de notre plein gré. Eh bien là, elles vont apparaître justement en notre pleine conscience. On en sera clairement conscient des mouvements émotionnels qui nous traversent et peut-être que certaines idées, certains mouvements émotionnels qui vont nous traverser, eh bien, on n'a pas spécialement envie de voir ce côté-là du miroir et de voir de quel côté, jusqu'à quel point du côté obscur de la force on est, si j'ose m'exprimer ainsi en faisant une petite référence à ce bon vieux film de Star Wars. Donc, on peut voir que justement,
les peurs s'articulent de différentes façons. Il y a la peur, on pourrait dire, de subir des choses réelles ou supposées venant de l'extérieur. Et peut-être aussi, on a des peurs que l'on pourrait faire subir à autrui, donc qui pourraient venir de nous vers l'extérieur. Donc il y a un mouvement, on a peur de ce qui pourrait nous arriver, donc de l'extérieur, on pourrait dire vers l'intérieur, et à l'inverse, certaines peurs qui pourraient venir de l'intérieur à aller vers l'extérieur. Eh bien, pour tout ça, c'est un peu facile à dire, mais le Bouddha a donné, on pourrait dire, des méthodes. Et justement, une des méthodes, ça va être de laisser comme décanter un petit peu les choses, donc ouvrir ce fameux couvercle qu'on a peut-être mis sur certaines choses, qu'on refoulerait, qu'on empêcherait l'apparition, qu'on essaierait d'écraser. J'y penserai demain, là, je n'ai pas le temps. On va essayer d'enlever ce couvercle, de laisser les choses, excusez-moi, je zozote, apparaître comme ça, tout doucement, à notre esprit. Et on va juste, on pourrait dire, porter le regard autant que faire se peut, sans jugement, sans dire ceci est bien, ceci est mal, ou oh mon Dieu, mais c'est affreux d'avoir des pensées comme ça. Ou ah, au contraire, je suis un mec bien. Quand ça peut être aussi des bonnes émotions. Comme je l'ai dit, on est aussi capable de faire preuve d'empathie, de compréhension, de compassion, etc. Donc justement, juste de regarder et de porter autant que faire se peut un regard neutre sur ce qui va s'élever. Essayez, encore une fois, autant que faire se peut, de ne pas juger. Oh là là, c'est mal. Oh là là, c'est bien. Ah oui, je suis affreux. Oh là là, je suis quelqu'un de bien. Juste de porter, comme on pourrait dire, de porter à notre connaissance, de porter à notre conscience ces mouvements qui nous traversent, ces mouvements que peut-être on a réprimés. Et pareil, ces peurs, bien juste de poser le regard dessus, juste elles apparaissent, on prend acte, on la regarde. Là, je vais dire un autre gros mot, quelque part, on l'accepte, on l'accueille, en essayant encore une fois de faire, si c'est possible, aucun jugement dessus. Elle apparaît. Ouh, la belle peur. Qu'elle est magnifique. Voilà. Et si on ne s'y attache pas, si on ne la nourrit pas, eh bien peut-être qu'elle va être rapidement remplacée par une nouvelle émotion, par une nouvelle peur, par une autre pensée émotive, dirais-je, négative, ou à l'inverse, une autre pensée plutôt positive, que sais-je. Et juste, on va laisser l'espace pour que ça puisse émerger, et autant que faire se peut, encore une fois, sans juger, sans se dire « Ouh là là, c'est affreux »,« Ouh là là, c'est super »,« Ouh là là, que sais-je ». On va essayer de rester dans une neutralité d'accueil. Et je vous dis tout de suite, c'est facile à dire, ce n'est un petit peu moins facile à faire. Et pour ça, le Bouddha, donc ce n'est pas le thème de ce soir, mais bon, je vais quand même en parler légèrement. Le Bouddha nous a donné, entre guillemets, comme arme, si j'ose m'exprimer ainsi, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais comme moyen, oui, moyen c'est plus joli que arme. Pour faire ça, eh bien, il nous a donné ce qu'on appelle la méditation. Donc, la première, souvent qu'on enseigne, c'est la méditation du calme mental, où on va essayer justement de pacifier l'esprit. Mais quand je dis pacifier, c'est-à-dire de ne pas agiter notre esprit. Donc, naturellement, au fur et à mesure des années, oui, j'ai bien dit des années, je n'ai pas dit des secondes ou des minutes, au fur et à mesure des années de pratique, l'esprit va tranquillement se détendre et s'apaiser. Et le fait d'apaiser notre esprit, ça va avoir comme conséquence de laisser pouvoir ouvrir le couvercle de la cocotte dont je parlais et laisser émerger ses peurs, ses émotions. Et si on est dans un certain état de calme mental, d'une certaine pacification de notre esprit, eh bien justement, on aura comme un espace intérieur. Alors là, je parle avec un petit peu des métaphores, parce que c'est assez difficile de mettre des mots dessus, mais on aura comme un espace intérieur où justement les choses vont pouvoir apparaître, être accueillies, autant que faire se peut, encore une fois, sans être saisies. Donc, qu'est-ce que saisir? Eh bien, c'est de se dire « Ah là là, c'est affreux,
mon Dieu, je suis comme ceci, ou ah oui, j'ai peur de cela, ben oui, mais c'est normal, parce qu'en fait, si je fais ça, il va se passer ça. Et... Voilà, là, on alimente, quelle qu'elle soit, l'émotion, la peur, la pensée, on est en train de l'alimenter, on la saisit. Donc, la peur, enfin, la pensée, l'émotion, la peur, elle arrive, on la saisit, donc là, on la tient, et on va comme la nourrir. Et bien justement, tout le travail, ça va être de la laisser apparaître, et quelque part, de la laisser, et si on ne se préoccupe pas trop, de toute façon, elle va être vite remplacée par une nouvelle qui aura une autre couleur, une autre sonorité, un autre aspect, pourrais-je dire. Est-ce que cela vous parle? Et est-ce qu'à ce moment-là, maintenant, tout de suite, vous avez quelques questions? Est-ce que par Zoom, ils peuvent poser les questions? Donc, par Zoom, on me fait oui, vous pouvez poser des questions. Donc, je ne sais pas si les micros sont coupés ou pas. Donc, si vos micros sont coupés et que vous voulez poser la question, allumez votre micro. Ici, allumez votre micro, mais il est déjà allumé. Oui, j'essaie de blaguer un peu parce que c'était un petit peu lourd juste avant. Donc, détendons un petit peu l'atmosphère. Bonsoir. Bonsoir. C'est Claudine. Voilà, je voudrais vous demander si les angoisses, c'est la même chose que les peurs pour vous. Ah ben pour moi, on s'en fiche un peu, mais en fait, oui, parce que c'est moi, donc moi, c'est pas important. Mais après, en fait, j'avais regardé ce matin, mais je m'en souviens plus, la différence entre une angoisse et une peur. Et je crois qu'une angoisse, c'est quelque chose de plus profond, entre guillemets, que la peur. C'est quelque chose, justement, qui va vraiment comme nous prendre. Et c'est le cas de le dire, le mot nous angoisser. Donc, on pourrait dire que la peur peut être plus passagère et une angoisse va être plus forte et peut-être de plus longue durée. Mais après, dans le larousse.fr là, que je regardais tout à l'heure, il y avait les synonymes que je n'ai pas lus. Et justement, en synonyme de peur, il y avait la crainte et l'angoisse. Donc, c'est assez difficile de faire une différence profonde entre la peur et l'angoisse. Mais oui, pour moi, donc pour moi, hein, ça n'engage que moi, l'angoisse est quelque chose de plus fort, de plus puissant. Et quelque part aussi plus incapacitant. Parce que quand on est angoissé, réellement, il y a des choses qu'on ne va pas faire. Genre, on peut avoir peur, comme je disais tout à l'heure, de parler en public. Bon, on va avoir, comment ils appellent ça, là, le trac, quelque part. Donc, le trac, je dirais, c'est presque sain de l'avoir. Hein. Tous les grands chanteurs et les grands acteurs de théâtre, etc., quand ils doivent rentrer sur scène, ils ont toujours une petite poussée de trac avant. Donc, pour moi, c'est comme un peu sain, justement. Bah oui, il ne faut pas se tromper. Voilà, on ne fait pas les choses par-dessus la jambe ou par-dessus la tête. Donc, on y met un peu de sérieux, même si c'est un spectacle drôle. Mais on est quand même sérieux dans notre approche. Donc, oui, c'est nécessaire. Et justement, après, on vainc quelque part, donc du verbe vaincre, notre peur, notre tract, et on va sur scène et ben voilà, on est en osmose avec le public et ça se passe bien. L'angoisse est totalement incapacitante. Des fois, à cause de l'angoisse, on ne va pas pouvoir avancer, on ne va pas pouvoir faire la chose. Donc, oui, et comment dire, certaines angoisses, des fois, pour moi, donc encore une fois, ce n'est que moi, c'est pas dans les enseignements, parce que ce que je vais dire, à l'époque, on ne pouvait pas parce que ça n'existait pas. Mais des fois, il faut se faire aider selon les angoisses qu'on a. Il y a des professionnels, hein, donc des psychothérapeutes ou des psy quelque chose. Il y a plein de noms qui vont avec le psy et je ne les connais pas tous bien parce que je ne suis pas très, très bon en français. Chez psychothérapeute et psychiatre ou des mots comme ça, ou psychanalyste, mais bon, je ne fais pas toujours la différence. Je suis un peu bas du front. Donc, mais justement, ils peuvent, enfin, il y a des gens, des professionnels qui ont été formés pour nous aider, nous accompagner à sortir de ces angoisses. Parce que j'ai entendu dire, et je partage quelque peu cette opinion, que la méditation ou le bouddhisme peut nous sortir de tout. Mais des fois, avoir un petit coup de main extérieur qui ne parle pas du bouddhisme, ça aide vachement. Parce que justement, quand on va commencer à soulever le couvercle et qu'on est angoissé, qu'on va se rendre compte qu'on est angoissé, se dire qu'une angoisse, c'est juste une pensée et que si on ne la saisit pas et qu'on la lâche, ça va aller. Oui, si on arrive à le faire.
Excusez-moi, c'est la pollution parisienne. Voilà, deuxième coup, et normalement, dans pas longtemps, il y en aura un troisième. Non, il me fait mentir. Donc, oui, d'habitude, j'ai fait par 3. Et là, j'en ai fait que 2, je suis désolé. Et donc, effectivement, oui, dans l'absolu, si on arrive à trouver une certaine stabilité dans notre pratique, on va voir que, bah oui, l'angoisse, elle est là. Si on ne la saisit pas, c'est juste une pensée, qu'elle est comme toutes les autres pensées, qu'elle n'a que la valeur qu'on lui donne, blablabli, blablabla, certes. Mais quand on est au fond du trou, bien angoissé, qu'on ne peut pas agir ou quoi, le discours n'est pas totalement, ça peut être bien de l'entendre comme au fond, mais des fois, il faut un petit coup de pouce, et je dirais un coup de pouce avec une approche différente. Voilà. Donc, il y a des professionnels pour ça, et moi, je suis tout à fait pour se faire aider. Ça ne pose pas de problème. Je ne sais pas si ça répond à la question, d'ailleurs, parce que je suis un Oui, peu... oui, très bien, je vous remercie. Merci à vous. Est-ce que dans la salle, vous avez les questions? Je m'excuse de vous réveiller. Je dirais même, suivant le type d'angoisse qu'on a, et quand on fait de la méditation, ça va façonner ces angoisses, ça peut nous faire briller. Oui, tout à fait. Donc c'est un peu compliqué Oui. méditer avec des émotions, pas d'émotions, mais les angoisses, ces pathologies un peu psy. Oui. C'est vraiment déconseillé de méditer. Je pense aussi, oui. Ou alors bien accompagné. Enfin, je veux dire, par des professionnels. Oui, voilà. Mais justement, par des professionnels qui savent, voilà. Et que les bouddhistes qui nous font méditer savent aussi. Parce que le problème, c'est que des fois, on ne sait pas. C'est pas marqué sur la tête des gens, j'ai une maladie angoissante. Ah non, c'est pas marqué. Voilà. On n'a pas la possibilité de lire encore à travers le regard des gens. Ouh, attention, celui-ci, il ne faut pas que je le fasse méditer, il est angoissé. Donc, on ne sait pas. Et justement, ça peut être bien d'en parler, bien sûr, par une personne compétente du domaine de la santé, et aussi avec ceux qui accompagnent la méditation. Parce que peut-être à un moment donné, on va dire, là, on va faire un tour dehors. Pour aujourd'hui, ça suffit. Justement, si on ne le sait pas, on ne peut pas le deviner. Mais bon, ceci est un autre sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attention, je repars, moi. Moi, j'ai une question. Oui. Là, si on parle des peurs qui sont vraiment causées par un événement extérieur, quand on médite, on n'expérimente pas forcément. Et du coup, travailler sur sa peur, si j'ai peur, des personnes, je suis en train de méditer, il n'y a pas forcément de personnes, enfin, je ne suis pas dans la situation qui me fait peur. Et donc, du coup, je vais pas pouvoir la travailler à ce moment-là. Pour ça, c'est un peu difficile de faire le lien entre le moment de méditation où on n'expérimente pas forcément la difficulté en elle-même et la situation. Voilà, comment travailler ça? Est-ce qu'il faut susciter dans la méditation ce qui nous fait peur? Ou bien est-ce que le fait de méditer, ça fait un travail en profondeur qui fait qu'on gérera différemment la situation? De toute façon, le fait de méditer va faire un travail en profondeur qui fera qu'on gérera différemment la situation. Ça, c'est une quasi-certitude. Comment dire? Après, évidemment, quand on médite, donc on prend un support quel qu'il soit. Quand on est en groupe, il est donné par celui qui dirige, et quand on est à la maison tout seul, on prend celui qui nous plaît. Quelle que soit la méditation, le plus simple, entre guillemets, d'approche, ou plus compliqué, du bouddhisme Vajrayana, il n'y a pas de problème. Il se peut, selon les peurs ou les émotions que l'on traverse, il se peut qu'à notre corps défendant d'ailleurs, c'est le mot, quand on médite, ça revienne. On ne le cherche pas, puisqu'on a pris le support qui nous est donné ou qu'on a choisi nous-mêmes, on suit le support, et il se peut qu'à un moment donné, ça vienne. Et par exemple, pour reprendre l'exemple du klaxon, peut-être qu'on est dans une pièce suffisamment, dans une maison où en fait, il n'y a pas de bruit de klaxon, mais on pourra quand même avoir cet instinct de peur qui va revenir, même si on n'en entend pas. Parce que des fois, ça va revenir en méditation. Je vais prendre un autre exemple, parce que bon, le klaxon, c'est un peu douteux. Mais admettons, je me suis pris la tête avec un collègue au boulot
dans la journée. Donc, on s'est bien ça a un peu monté dans les tours, voilà. Il y a eu une altercation, il y a eu 2-3 échanges tendus, quelques petits pics, bing bing, bien envoyés, 2-3 scuds, voilà. Hop, quel que soit le résultat, le fruit de la situation, qu'on se soit en fait rabiboché, qu'on se soit serré la main ou que ça soit fini en jus de boudin et qu'on sait qu'il va falloir se rabibocher et donc avoir une franche discussion pour améliorer le problème, dirons-nous. Quel que soit le résultat, il y a de fortes chances que quand on rentre le soir, faire sa petite méditation, on aimerait bien lâcher, mais qu'on va de renouveau revivre la même situation. On va avoir le collègue en face de nous, ou la collègue, hein, mettez le sexe qui convient, et on va refaire le truc. Ah, mais quand il ou elle m'a dit ça, ça voulait dire en fait ça, parce qu'en fait, il faisait référence à ça, et moi, j'ai dit ça, mais en fait, c'est pas ça que j'aurais dû dire ça, et on va passer 10 bonnes minutes ou un quart d'heure selon le temps qu'on médite, ou une demi-heure si on veut, à se refaire la scène dans tous les sens, voilà, et ce qui fait qu'on sera d'ailleurs beaucoup plus préparé pour remettre le deuxième round le lendemain. Mais voilà, et là, des fois, en vivant ça, on aimerait bien pouvoir lâcher. Justement, non, admettons qu'on prenne chiner avec le support de la respiration. Non, je me concentre sur ma respiration, c'est quand même important. Non, parce que oui, il m'a dit ça. Non, mais non, la respiration. Et non. Donc justement, dans ces moments-là, c'est là. Et je peux en parler avec un tout petit peu d'expérience, mais enfin, le mieux, c'est une collègue, enfin une copine, quoi, qui a fait de mémoire, elle a fait 9 années de retraite, donc voilà. Et à un moment donné, s'est pris la tête avec une de ses camarades, voilà. Et elle m'a dit, je suis rentré dans ma session, donc là, c'est des sessions de 3 heures, et elle a dit, j'ai passé 2h30 de ma session à lui pourrir la tronche, à refaire la situation et tout. Et à un moment donné, elle s'est comme rendu compte qu'en fait, elle n'était pas en train de méditer pour le bienfait de tous les êtres. En même temps, je me dis que peut-être, en fait, elle était exactement dans la méditation pour le bienfait de tous les êtres. Mais bon, et qu'en fait, elle était en train de se faire du jus de boudin et visiblement de se tuer le foie, parce que quand on est en colère, le foie, il en prend un bon coup, le pancréas, tout ça, là. Voilà, donc bien taper dedans, et qu'en fait, la personne qu'elle est en train d'incriminer n'était pas là. Et que elle, peut-être, la personne avec qui elle s'était pris la tête, elle était tranquille en train de faire sa session, elle, heureuse. Tranquille. Et quand elle a eu cette prise de conscience, elle a dit, mais j'ai l'air totalement ridicule, quoi. Et en fait, elle a eu un instant de lâcher prise. On a totalement lâché l'idée, et donc c'est pour ça que je dis, en fait, il fallait peut-être passer par là, parce que justement, des fois, on voudrait lâcher, on ne lâche pas. Et il faut peut-être aller des fois un peu plus loin et pour se rendre compte du ridicule, parce que justement, mais on est tout seul, quoi. Enfin, je veux dire, le ou la collègue, ils ne sont pas là. On est tout seul dans notre chambre, enfin, ou dans la pièce où on médite, quel que soit l'endroit, c'est bien. Et on est en train de se refaire une scène, mais qui est totalement dans notre tête. Et des fois, on ressort de là encore plus énervé qu'en fait, au moment où ça s'est réellement arrivé dans la vraie vie avec le collègue, on est encore plus en fureur qu'au moment où ça s'est passé. Parce que justement, là, on va voir les peurs qu'on a eues. Si le collègue, il fait 3 têtes de plus que nous, peut-être qu'on a une peur qu'il nous mette une baffe, et voilà. Ou que sais-je, ou de notre peur, de notre colère, parce que souvent, derrière, il y a aussi beaucoup de peur dans la colère. Je vous invite à aller regarder tout ça, si vous le souhaitez. Et voilà, et on se rend compte, mais en fait, je suis tout seul, quoi. Et l'autre, il n'est pas là. Et l'autre, il est, si c'est un collègue de travail, il est peut-être avec sa famille, en train de regarder la télé, de jouer avec ses enfants, ou que sais-je, de faire sa vie. Et il nous a complètement oubliés. Peut-être lui, il a lâché le truc. Alors, on ne sait pas. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et comment dire, grâce ou à cause, parce qu'au début, moi, j'étais pareil, je ne comprenais pas, quand on me parlait du travail des émotions, je ne voyais pas ce que venait faire la méditation là-dedans. Mais c'est en fait, c'est assez rarement expliqué, donc moi je me suis lancé, je l'explique, alors peut-être en fait c'est une bêtise monstre et que je suis en train de raconter n'importe quoi, vous jugerez. Comme disait le Bouddha, ne faites pas confiance parce que c'est moi qui vous le dis, analysez-le, travaillez-le, réfléchissez-y, et si ça vous plaît, et si ça marche pour vous, prenez-le. Mais ne le prenez pas pour argent comptant. Donc, je vous redonne le conseil. Et donc, justement, pour moi, c'est que quand on médite, quel que soit le moment où on médite, qu'on ait la colère de l'après-midi qui revienne ou pas, tout doucement, justement, comme je disais, on va pacifier notre esprit. Tout doucement, quel que soit
on pourrait dire le moyen de méditer, ça va avoir pour but de pacifier l'esprit. Donc, nous, on ne s'en rend pas vraiment compte parce que plus on médite, plus en fait on affine notre méditation. Donc, souvenez-vous des premières sessions. Moi, c'était, on dit, c'est le torrent de montagne. Moi, c'était la cascade de montagne. J'avais 30 000 pensées à la seconde. Et tu es là, tu te dis, c'est ça la méditation, mais je sors épuisé, quoi. Voilà. Mais en fait, c'est notre état habituel. On a toujours, enfin, moi, j'ai toujours 30 000 pensées à la seconde. Et sauf que d'habitude, je ne porte pas le regard dessus. Donc, en fait, c'est comme un mouvement souterrain dont je n'ai pas conscience. Et pour la première fois, on nous demande de faire ça, donc on regarde, et là, on se dit mon Dieu, mais je suis combien dans ma tête? Et puis, petit à petit, on ne voit pas qu'en fait, tout doucement, les gros morceaux se sont décomptés, et on a affiné notre perception, mais on ne s'en rend pas compte, parce qu'on est toujours en train de regarder, et qu'on ne voit pas, justement, il y a 1, 2, 3, 5, 6 ans, comme on était, ou 1 ou 2, 3, 4 jours. Et comment, justement, il y a une décantation, ça se dit ça? Oui, ça se dit, je suis content. Donc, il y a une décantation qui s'est faite et que, justement, nous, on a toujours l'impression que c'est des gros morceaux qu'on voit, mais en fait, ils sont plus petits qu'avant. Et petit à petit, justement, en continuant ce travail de méditation, où on ne fait rien, donc c'est un travail où on ne fait rien, moi je trouve ça merveilleux, où justement, peut-être des fois va poindre notre ami ennui, eh bien, on va se rendre compte que pendant qu'on s'ennuie, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais comment dire, bon, ça, c'est moi qui le dis, mais il y a comme un espèce d'état où on va avoir comme du recul. Il va y avoir comme un espace, on va l'appeler comme ça, où, en fait, les pensées, les peurs, les émotions, les souvenirs, quoi que ce soit, peut apparaître, mais on n'est pas pris tout à fait dans le flot. C'est comme si, avant, c'était la cascade, on était pris dans la cascade, et on est en train d'essayer de s'agripper aux branches pour justement pas être emporté. Et maintenant, c'est comme si on était sur le bord, ici c'est la Seine qui passe, sur le bord, sur les quais de Seine. Et on voit le flot de l'eau, donc il y a toujours beaucoup de flot, mais on n'est pas dans l'eau en train d'être pris par une branche et de partir avec. On est comme un petit peu sur le quai de Seine, donc on voit toujours, mais il y a comme un espace. Et ça, quelque part, c'est le fruit. Ce n'est pas nous qui décidons, je vais me mettre, non, je suis dans la cascade, je vais me mettre sur le bord de la rivière. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est petit à petit, l'esprit en se pacifiant, l'esprit en se détendant, avec la force de l'habitude de pratiquer, de se relier. Justement, c'est pour ça qu'on dit, si on est bouddhiste, c'est bien de se relier ne serait-ce que par une prière de refuge, comme on a fait là en début. Voilà, on se relie et on se relie quelque part à tous les pratiquants qui ont été avant nous, et ça crée quelque chose. On ne s'en rend pas vraiment compte, ça demande. Là, on commence à parler un petit peu de la foi, de choses un petit peu extraordinaires comme ça. Mais mine de rien, on se rend compte qu'il y a une qualité on s'en rend pas compte, mais au fur et à mesure des années, on se rend compte que oui, effectivement, il y a comme une qualité quand on se relie justement à nos maîtres, parce que nos maîtres eux-mêmes se relient à toute une lignée et ça remonte au temps du Bouddha. Donc, on dit que notre lignée, elle a 900 ans à peu près. Bon, en fait, on se relie à 2500 ans de pratiquants. Donc, ça commence à faire un peu de monde, quoi. On ne s'en rend pas compte comme ça, c'est que des mots, mais mine de rien, il y a quelque chose, il y a comme une qualité. Et un des fruits, justement, c'est qu'à un moment donné, sans même le vouloir, c'est indépendant de notre volonté, eh bien, il y a comme un espace où les choses peuvent comme arriver et où, justement, on n'est pas dedans comme on était avant. Ah oui, si je parle avec la main devant, sur Zoom, ils ne vont pas m'aimer. On n'est pas pris comme ça, comme avant dans la cascade, mais il y a comme un espèce d'espace où on peut, comme qui dirait, laisser les choses apparaître, être ce qu'elles sont. Donc, des fois, ça peut être violent, comme pour reprendre l'altercation de mon exemple du début, où justement, ça va ping, 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 repartir et tout ça. Mais on peut le voir comme un peu détaché. On pourrait dire, comme quand on est dans notre canapoute en train de regarder la télé. On voit bien que la télé, elle est à 1,50 m minimum, pas avant, parce qu'autrement, ça abîme les yeux. Voire 5-6 mètres de nous, on est dans le canapoute, il y a la télé au fond. Et des fois, on rentre dans le film, on est au milieu des acteurs, dans l'intrigue, etc. Et puis des fois, on regarde et oui, on voit la télé et le film qui joue dedans. Là, il y a comme ça. Et là, il y a beaucoup de choses qui peuvent émerger. Et justement, comment dire, la saisie est un peu moins forte. On va moins saisir. Ce qui fait que après, j'appelle ça, moi, le deuxième effet qui se coule.
Donc là, ça demande une certaine connaissance des pubs des années 90. Voyez-vous? Je ne suis pas sûr que vous étiez né déjà à l'époque. Donc, vous regarderez le deuxième effet qui se coule, il y avait quelques pubs comme ça qui étaient, voilà. En général, pour les vieux comme nous, ça nous parle. On les a subis, ces pubs. Bref, il y a donc comme un deuxième effet, encore une fois, qui n'est pas volontaire, qui n'est pas choisi, mais et souvent qui n'est pas non plus forcément conscient. Mais petit à petit, on a créé cet espace, et quand la situation va arriver, quand on va la revivre, donc au bout de quelques mois de pratique, admettons, on va se retrouver à un carrefour où ça va klaxonner, on va voir la peur arriver, et on va la voir, comment dire, arriver de beaucoup plus loin. Donc les premières fois, on va d'abord savoir qu'on a peur, parce que peut-être avant, on ne savait pas exactement ce qui nous faisait peur, on ne se sentait pas bien, et on n'arrivait pas forcément à nommer le sentiment qui faisait qu'on n'était pas bien, qu'on réagissait de manière X. Petit à petit, on a été capable et honnête de dire, en fait, j'ai peur des klaxons, voilà. J'ai peur de tout ce fatras de bruit, etc. Ça me casse les oreilles, ça m'empêche de réfléchir, et je suis un peu comme tétanisé sur le bord du trottoir. Voilà. Et puis, quelques mois après, en fait, on va commencer à le voir arriver, et on va être dans la situation, hop, il y aura comme cet espace. Et là, quelque part, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais quelque part, on va comme pouvoir se dire, en fait, non, je lâche. Non, je ne suis pas. C'est juste ma bonne vieille peur du klaxon qui revient, mais en fait, ce n'est pas grave. Et puis d'autres fois, on va croire qu'on va pouvoir faire ça, et en fait, on va s'en aller en hurlant, enfin, on va réagir comme on faisait juste avant. Ce n'est pas grave. Des fois, on va le faire, et quelque part, ça va fonctionner, on va comme lâcher prise, et c'est super. Et puis d'autres fois, on va essayer, et puis on ne va pas réussir, et ce n'est pas grave. Il n'y a rien à gagner. Est-ce que ça répond à la question? Merci. Oui, alors, il y a une peur qui peut être fondée, c'est de perdre des proches qui sont dans votre famille plus âgés. Oui. Moi, par exemple, j'ai 3 frères, ils sont tous, globalement, sensiblement plus âgés que moi. Il y en a un qui est déjà mort, les 2 autres sont quand même plus âgés, donc c'est vrai que voilà, quoi. C'est vrai que je sais que j'ai peur de les perdre, oui. Les 2 autres. Oui. Donc la méditation sur l'impermanence, très bien. Est-ce que ça peut finalement, d'après ce que tu me dis, oui, réduire finalement le phénomène de la peur, même si on sait que de toute façon, les choses sont assez inéluctables de toute façon. Que les choses sont inéluctables. Oui, oui. Oui. Ben oui. Ben non, mais il n'y a pas. Enfin, oui. Parce que là, je n'ai pas voulu en parler parce que j'en garde un peu sous le coude peu de main et puis pour jeudi, mais il y a une peur fondamentale qu'on a tous, c'est qu'on va tous mourir. Alors, désolé pour la mauvaise nouvelle. Pour ceux qui ne le savaient pas, naître est un acte mortel. On est tous nés, on va tous mourir. Et ça, il n'y en a pas un de nous qui va y réchapper. On va tous y passer. Et Dieu sait que ça, malgré qu'on soit bouddhiste, on n'est pas censé croire en Dieu, mais j'aime bien cette expression, Dieu sait que ça nous fait flipper. Et justement, oui, avoir peur de la mort de nos êtres proches, c'est une peur fondamentale qu'on a, qui est liée aussi à l'attachement, de la perte de quelqu'un, etc. Et quelque part, j'ai envie de dire, oui, on peut réfléchir raisonnablement, de se dire, oui, ils sont plus âgés que moi, mais bon, on ne sait pas dans la loterie lequel partira. Hein. Comme je dis souvent, normalement, dans la suite logique des choses et dans ce qu'on imagine, c'est les parents qui survivent Non, je la refais. Et les parents qui survivent aux parents, ça ne veut rien dire. Bon, je vais la refaire lentement. Normalement, les enfants survivent aux parents. On connaît tous des familles où les parents ont eu au moins un décès de leurs enfants, voire tous les enfants sont morts. Et je suis sûr qu'on en connaisse tous. Voilà. Et ce n'est pas dans la suite logique des choses de ce qui devrait être normal. Ça arrive. Et comment dire, donc on peut essayer mentalement, rationnellement, de se dire oui, c'est une peur, mais ils vont mourir.
Donc, tu sais, encore une fois, on ne sait pas lequel c'est peut-être eux qui te survivront, j'en sais rien. Mais donc, cette peur-là, comment dire, elle est fondée, et en même temps, il faut aller la regarder, l'accepter, et essayer autant que faire se peut d'accepter justement cet inéluctable. Et quelque part, de profiter sans trop en profiter, parce qu'après, il y a un trop gros attachement, mais voilà, de profiter des vivants tant qu'ils sont là. Et comme on dit, si on a envie de dire à nos parents qu'on les aime parce qu'on ne leur a jamais dit depuis fort longtemps, c'est mieux de le dire quand ils sont vivants. Après, c'est plus compliqué. J'essaie de trouver un moyen de... C'est une construction intellectuelle de contourner la difficulté de l'inéluctabilité. C'est que dans le bouddhisme, je crois, ou dans l'hindouisme, on parle en effet qu'on a un courant, notre esprit est un courant d'esprit, et il survit après la mort. Certes. Donc je me dis, ah bah tiens, c'est peut-être le corps lui-même physique va disparaître, mais au moins l'esprit, lui, va continuer ailleurs. Oui. Donc finalement, ça me réconforte un peu, mais bon, faut le dire vite. Oui, ça peut être un moyen de se réconforter. Après, comme on disait, en admettant qu'on ait une certaine sagesse ou qu'on ait la chance de côtoyer un grand bodhisattva qui nous dise ah ben tiens, l'être que c'est ton ancien frère. On ne le saura pas. Moi, j'ai pas l'œil de sagesse de voir les incarnations des êtres d'avant et voilà. Mais les grands bodhisattvas tels Karmapa ont cette qualité-là de dire bah oui, c'est un tel. Et deux, comment dire ça? Je vais prendre un autre exemple en fait. On en a parlé cet après-midi, je suis allé voir une vieille personne qui a connu le 16e Karmapa, Kalo Rinpoche et bien sûr Ganyun Rinpoche. Il était de ceux qui ont invité le Karmapa, le 16e Karmapa en 75 quand il est venu la première fois. Voilà, il était de ceux qui l'ont reçu, qui a fait que tout ça existe et qu'on est là en train de se parler. Bon, c'est un vieux monsieur, voilà. Et donc il a bien connu Ganyun Rinpoche, il a bien connu le 16e Karmapa, et donc le nouveau Ganyun Rinpoche est venu le voir. Et il a dit, c'est affolant parce que c'est pas du tout lui. Et moi-même, on a beau le savoir, quoi, je veux dire. Quand on regarde le beau jeune homme que c'est, on est toujours en train d'essayer d'imaginer la tête de juxtaposer la tête du Tibétain qu'on a connu dessus. Enfin, je ne sais pas vous, hein, mais moi, tout le temps. Et le vieux Tibétain qu'on a connu, il est mort et brûlé, quoi. Maintenant, il reste deux urnes qui sont dans un stupa de lui au Bost, c'est tout. Et il y a un beau jeune homme. Après, quand je coupe mes tendances et que je me relie à lui, je sens autre chose. Donc là, on va rentrer dans le domaine de l'impalpable. Donc là, normalement, il y a la petite musique de X-Files. I want to believe. Voilà, qui s'allume. Parce que justement, là, on est dans le domaine de l'impalpable. Donc, on y croit ou on n'y croit pas. Mais au moins, et c'est ce monsieur, il m'a dit ça, il m'a dit, il a la même douceur qu'avait la Magen Dune. Il a la même intention qu'avait la Magen Dune. Quand il te regarde, je m'excuse, je vous regarde vous, n'y prenez rien de personnel. Il te regarde comme ça jusqu'au tréfonds, tu as l'impression que tu ne peux rien lui cacher, et en même temps, il n'y a aucun jugement sauf de l'amour. Et la Magen Dune, moi, c'était le truc quand on allait dans sa chambre au Bost, je me souviens, on frappait comme ça, on entendait oh, donc on ouvrait la porte, il nous scannait, et là, tu as envie de te cacher dans un trou de souris. Et la seconde d'après, il te regarde avec ses yeux mais plein d'amour, et là, tu sors ton trou de souris pour te fondre dans ce regard. Et Ganyun Rinchen, quelque part, il a ça. Alors après, moi, est-ce que c'est Ganyun Rinchen ou un autre, enfin, est-ce que c'est Ganyun Rinpoche ou un grand Rinpoche de l'époque? J'en sais rien. Il n'a pas la même tête. Puis je ne parle même pas le tibétain. Donc c'est pour ça, même les êtres chers, admettons qu'on les retrouve grâce à l'œil de sagesse des grands bodhisattvas, que nous disent, bah oui, c'était ton frère, ta mère, ton père, ou je ne sais pas qui. Ben, eux, qu'est-ce qu'ils auront comme souvenir?
Parce qu'à la limite, avec un Ganyon Rinchen, des fois, il cache son jeu. Apparemment, il a quelques souvenirs de ses vies d'avant. Mais bon, lui dit qu'il ne s'en souvient pas. Mais bon, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu une conversation franche et directe avec lui assez longue pour lui poser ce genre de questions, et je crois que jamais je lui poserai. Donc, voilà, premièrement. Et deuxièmement, c'est sûr que les êtres ordinaires, eux, ils n'auront pas les souvenirs. Et donc, ils auront une autre éducation. Donc, tous ceux qu'on a connus d'eux qui faisaient eux, ben, ça sera, même si c'est un continuum de pensée, le truc, moi je l'appelle le truc, qui se réincarne, bah oui, parce que on peut l'appeler l'esprit, on peut l'appeler la conscience, on peut l'appeler le mental. J'aime pas dire le mot âme parce qu'il y a une connotation judéo-chrétienne que je ne connais pas assez pour dire ce mot-là, donc je le laisse à nos amis judéo-chrétiens. Mais on peut l'appeler tout ça. Mais néanmoins, ce truc-là, là, il avait une forme, un machin. Il change tout le temps, mais il n'y a qu'à regarder nous comme on a changé. Et quand il va justement changer de corps, ben, il va changer encore. Et le fait de changer de corps, il va changer en admettant qu'il revienne en France dans un corps humain, qui pourrait très bien être au fin fond de la Chine ou au fin fond des Landes, mais en tant que canard. Donc, admettons qu'il soit un être humain en France, donc il aura toujours plus ou moins la même éducation culturelle, mais après, il aura des parents différents, il va avoir une éducation totalement différente, il va rencontrer des gens différents, etc. Et donc, tout ce qui va façonner l'être d'avant, ça sera différent. Donc, c'est assez compliqué. Mais voilà. Je ne sais pas si je suis aidant. Mais... peut-être comment sabrer le moral à tout le monde. Donc, demain, nous parlerons de la joie, histoire de remonter un peu le moral là, des troupes. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Internet? Non. Est-ce que vous voulez qu'on en reste là pour ce soir? Très bien. Donc, comme je vous disais, demain, on va essayer de faire continuer en enseignement, mais avec plus, on va essayer de faire une mise en application, et ça répondra un peu à ce qu'on disait, d'essayer de faire un peu comme monter quelques peurs, comme ça, tout en donc ça ne sera pas comment dire, une méditation, on pourrait dire, comme Chiné, où on va pacifier, ça va être quelque peu une méditation un peu guidée, si j'ose le dire comme ça, j'aime pas trop dire ça comme ça, et qui sera une méditation plus analytique. Ça ne sera pas juste de la détente et de l'observation de ce qui veut s'élever, et ça sera un peu différent. Et comme ça, on essaiera d'explorer un petit peu les peurs de manière différente. Voilà, donc 20h demain, je me tourne vers celui à qui c'est. Ah, oui, ben non. Oui, 20h demain. Et voilà, nous allons donc dédier. Et donc, comme je le disais au début, d'avoir réfléchi comme ça, on pense que c'est vertueux. Hein, on a brassé pas mal de choses, donc il y a peut-être des choses qui vont apparaître à l'esprit comme ça, et on pense que de faire ça, d'écouter un enseignement, c'est un acte vertueux. Et cette vertu, justement, on ne va pas la garder égoïstement, on pourrait dire, pour nous, mais on va la dédier au bienfait de tous les êtres pour qu'une fois encore, tous les êtres puissent atteindre un état de bonheur au-delà de la souffrance. Donc, si vous connaissez, j'allais dire les paroles, eh bien, je vous invite à me suivre. Si vous ne les connaissez pas, juste intérieur, voilà le troisième dont on parlait tout à l'heure, juste, excusez-moi, donc intérieurement, vous pouvez juste penser avec vos mots à vous, par exemple, puisse la vertu accumulée au cours de cette soirée être dédiée au bienfait de tous les êtres. Jambe babu jida gemba toen gendo zambo de yande shinde de da genge jesu dalo shenge ba jita danche nabu
sangye kuso nyepe jilatang, teni migyo dembe jilatang, gendu mi jedumbe jilagi, jitane wamena drupayo. Merci à tous, bonne fin de soirée et à demain pour ceux qui seront là demain.